Bienvenue dans Dear Mama, le podcast qui tend le micro aux mamans de l'ombre. Le mois d'octobre se termine bientôt et je suis enchantée, honorée de recevoir une maman, de célébrer une maman qui a parcouru, qui a eu une étape de vie qu'elle nous racontera dans quelques minutes. Merci ma chère invitée d'avoir dit oui. Enchantée Christelle, bienvenue sur Dear Mama. Avec un énorme plaisir. Je te remercie pour ton invitation. Ouais. Et on va passer un petit temps ensemble et j'espère que ce que je vais apporter là pour toutes les mamans leur permettra d'avoir de la force et de continuer à profiter de la vie. Trop bien. Merci beaucoup en tout cas. Christelle, si tu devais te définir sans ton rôle de maman, sans parler de ton travail, qu'est-ce que tu dirais de toi ? Je suis quelqu'un de pugnace, je suis quelqu'un qui lâche pas. J'ai une force intérieure qui fait que ça me permet d'amener du soleil partout où je vais. Donc en général, on me dit que je suis quelqu'un d'assez solaire. Okay. Et que je suis là pour être avec les autres et de profiter des autres et des uns et des autres. Donc après, j'ai un petit leitmotiv, j'ai une petite phrase que je me dis chaque jour. C'est la prochaine question. C'est la prochaine question. Bon, alors, je vais trop vite. Non, mais c'est très bien. Je vois l'enthousiasme et l'énergie. C'est super. Alors, moi, je vais pas te demander de tout me raconter, Christelle, mais je vais plutôt te demander de nous raconter un parcours, un virage, un moment de vie qui t'a touché, qui t'a marqué et qui peut-être fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Quel serait ce... On va y revenir, mais en tout cas, dans l'idée, c'est pas forcément de tout partager, mais de nous parler de ce virage, de ce qui s'est passé, de ce moment. 2020. Ok, on y vient. Voilà. On y vient. 2020, déjà, ça nous ramène au Covid, à la période Covid. Exactement. Ok. C'est la pandémie, c'est la Covid, et du coup... On y vient. C'est un moment qui va changer complètement ma vie. D'accord. Ok, alors tu disais que tu avais une phrase, peut-être, ou un mantra qui drive un peu ta vie, une punchline peut-être. C'est ça. Allez, dis-moi. Chaque jour sa peine, chaque jour sa veine. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Qu'est-ce que ça représente ? Eh chaque jour, on a notre petit lot à porter, effectivement, des difficultés à surmonter, effectivement, des choses pas très faciles à vivre, mais chaque jour sa veine. Ça veut dire qu'on a la chance de pouvoir se lever, de pouvoir faire les choses, et puis se donner les moyens pour, à un moment donné, le partager avec d'autres. Donc, et c'est mon leitmotiv chaque matin. D'accord. Ça me permet de me dire la chance que j'ai de pouvoir lever mes yeux et me dire qu'aujourd'hui, je vais faire encore quelque chose de bien, surtout pour moi. Ok. Alors Christelle, tu es maman. Est-ce que... combien d'enfants ? Est-ce que tu veux te présenter un peu à ce niveau-là, après avoir parlé de ta pugnacité ? Est-ce que tu veux parler un petit peu de ta petite famille ? Christelle, 52 ans, mariée, 3 enfants, voilà, sur le papier, c'est comme ça. Alors j'ai la chance. Okay. J'ai vraiment la chance d'avoir 3 enfants. J'ai une grande de 26 ans, D'accord. Rachel. J'ai un deuxième qui a 22 ans, Samuel. Et mon dernier qui a 19 ans, Pharrell. D'accord. Donc tu l'as bien remarqué, tout rime avec Christelle. On adore. Des prénoms à 6 lettres. Voilà, on se donne des petits signes comme ça pour donner le plus de chance à nos amours. Voilà. D'accord. Donc 3 enfants. Alors on pourrait dire que j'ai fait ça dans le désordre, parce que c'est toujours comme ça que mes parents l'ont dit. Alors, tu as rencontré quelqu'un, tu as eu tes enfants, et après tu t'es mariée, et après tu as trouvé ta maison. Mais bon, il n'y a pas d'ordre pour cela. On prend comme ça, on prend la vie comme elle vient. Voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir mes enfants. Après, nous, on s'est mariés en 2008. Ça fait 31 ans que je connais mon mari, et puis c'est parti encore pour de longues années, et puis voilà. Trop bien, génial. Bravo. Merci. Alors, quelle est la partie de vie ou de virage que tu souhaites partager avec nous, Christelle, aujourd'hui ? Comme tu l'as dit. Suite à un petit souci technique,
La partie où Christelle répond à ma question n'a malheureusement pas été enregistrée. Je me permets donc, avec toute la délicatesse possible, de poser ces mots à ma manière. Christelle avait choisi de nous parler de sa lutte contre un cancer du sein de stade 4 et de tout ce que cette traversée a bouleversé en elle, émotionnellement, physiquement, mais aussi humainement. Christelle, je te demande pardon pour cette interprétation. J'espère qu'elle restera fidèle à l'esprit de ce que tu m'as confié ce jour-là. Merci encore pour ton courage, ta sincérité et la lumière que tu partages avec nous. Je vous laisse, chère maman, avec la suite de notre conversation. Comment ça se passe ? On nous dit que, que les séances de chimiothérapie vont commencer, donc il faut poser le cathéter. D'accord. C'est très rapide, hein. C'est local, on pose le cathéter et puis ce cathéter va permettre du coup d'effectuer l'injection chimio et de permettre ensuite de recevoir ce fameux produit qui va du coup tuer toutes ces cellules cancéreuses. Le cathéter, c'est quoi ? C'est au niveau du bras ? Non, ça se pose. Alors moi, c'était au niveau en haut à ce niveau-là, vers la clavicule, pour permettre du coup de faire l'injection. Et pour éviter, parce que c'était prévu pour 6 mois de chimiothérapie, donc pour éviter d'avoir une éjection directe et que ce soit moins douloureux, on pose un cathéter. Et comme ça, on a juste à piquer dedans. C'est une petite chambre, en fait, c'est ça, hein. Voilà, et à piquer dedans. Donc on pose une première fois le cathéter. Je dis une première fois parce que ça n'a pas fonctionné. Première chimiothérapie, ça se passe pas très bien. Je sens la piqûre, je sens le produit, il y a quelque chose qui va pas. Tu sens tout. Je sens tout. Okay. Et on me dit c'est pas normal. Ok. Pas normal, madame. Oui, l'idée normalement c'est de ne rien sentir. Ne rien sentir. Et tu sens tout, toi ? Moi je sens tout. Ok. Je sens tout, donc on revérifie et j'ai même eu une comment ça s'appelle, une ambrose, en tout cas il y a eu mes veines qui ont été bouchées. D'accord. À cause de cela, et du coup j'ai dû l'enlever et remettre un deuxième cathéter. Donc là aussi ça a posé un petit peu de soucis. Et on me met deuxième cathéter, c'est un peu mieux, mais en réalité non, à chaque fois que je fais mes séances de chimiothérapie, t'as mal. J'ai mal. Ouais. Je sens la piqûre, c'est pas normal. On me dit, on me met cathéter, on me donne même une pommade pour anesthésier un petit peu. Oui. Ça fonctionne pas. D'accord. Je sens tout. Ok. Vraiment, je sens tout. Et la chimiothérapie, c'est l'injection, c'est le produit dans tout le corps. On sort. On s'en va, on se sent drogué. C'est ce que j'allais te demander. Comment on se sent après une séance de chimiothérapie ? On se sent drogué et on se sent. Et alors moi, je me sens drogué. Je savais bien entendu que j'allais avoir du coup toutes les mauvaises douleurs qu'on pourrait avoir, et j'ai senti toutes les douleurs. Donc c'est les muscles qui se raidissent, c'est l'impossibilité de marcher pendant une semaine. On peut rien faire. Je suis alité. Je ne peux rien faire. Je ne mange pas, je ne bois pas, j'ai du mal à dormir, et ça dure pendant 5 jours. D'accord. Et puis c'est toutes les semaines la chimiothérapie. Donc 2 jours où je me sens un petit peu mieux, mais je me sens. C'est reparti. 2 jours après, il faut repartir. Et ces 2 jours me permettent même pas d'avoir une pause, quoi. Je me sens mieux, mais j'ai déjà la peur de faire l'autre séance. Ouais. Donc en réalité, c'est 6 mois où je me sens pas bien, pas du tout. Et quand je dis 6 mois, c'est la période de 6 mois de chimiothérapie, mais au bout de 3 ou 4 mois, je te dis franchement, Annick, hein, je n'en pouvais plus. T'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Ça a commencé en juillet, octobre arrive, on voit, voilà, c'est national, on commence à faire les petites décorations pour les fêtes de Noël, et moi, j'en peux plus. Ouais. Moi, je suis fatigué.
je commence à regarder. Oui, j'avais pris une assurance vie. On commence à regarder, on se dit, je regarde chaque geste de chacun de mes enfants. Je peux te poser une question? La perte de cheveux, la perte de poids, tout ça, ça arrive à quel moment? Je commence la chimio en juillet. Ouais. Je sais qu'il va avoir les effets secondaires. Mhm. J'ai encore, au mois de juillet, cette force de me dire... parce que tout le monde, du coup mon entourage est au courant, et je me dis, allez, j'ai encore cette force de dire, il faut que je fasse bonne figure. Je les vois tous inquiets. Mon frère qui habite à 300 km se déplace. Tout le monde est inquiet. Et je me dis, bon allez, je garde cette force-là, et on va y arriver ensemble. Et je me dis, je ne veux pas perdre mes cheveux, je vais couper mes cheveux. Ok. Donc, je décide de faire des petits gestes comme ça en disant, voilà, c'est pas la maladie qui va prendre le dessus, et je vais y aller. Okay. Et alors, je dis que je vais y aller, mais c'est pas aussi simple que ça. Oui. Je vais pas chez le coiffeur pour faire cela, parce que j'ai pas envie. Moi, quand je vais chez le coiffeur, c'est plutôt pour être coquette. Et là, non, je vais pas aller chez le coiffeur, justement, pour retirer quelque chose qui est quand même important. Je sais pas si c'est pour vous, toutes mesdames, que vos cheveux, c'est quelque chose d'important, mais en tout cas pour moi, ça l'était. Ça faisait partie, en tout cas, de ta féminité, de ta coquetterie. Donc c'est énorme de devoir... C'était énorme. Oui. Et j'ai mon deuxième, j'ai Samuel qui me dit, t'inquiète maman, je vais faire ça pour toi. Ok. Donc il me dit qu'il va me couper les cheveux. Il va s'en occuper. Donc j'ai ma grande qui est là, qui m'accompagne. J'ai mon deuxième qui dit t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Okay. Encore une fois, on était en juillet, août. Prendre vraiment le rendez-vous pour aller chez le coiffeur en pleine pandémie. On a préféré rester... le faire en famille. En famille. Ok. Alors, au bout de 3-4 mois, tu disais, t'en peux plus. T'es fatiguée. Je lâche prise. Ouais. Tu commences à... Je lâche prise, j'abandonne. D'accord. Ça se traduit comment, j'abandonne? Je veux en finir. J'en ai marre, je suis fatiguée. Éprouvé, ouais. Vraiment, j'en peux plus. Donc, je n'en peux plus, et je commence à avoir des messages. J'envoie des petits messages subliminaux, par-ci, par-là. Alors, les garçons, ils n'ont pas compris tout de suite. Ils se disent, bon, maman, elle est fatiguée. Mais Rachel... Il y en a une qui a compris. Il y en a une qui a compris. Je souris, mais je souris jaune. Hein. Oui. Il y en a une qui a compris et qui me dit, non maman, hors de question. Tu t'es battue jusqu'à maintenant. Tu es là pour nous. Je lui dis, je vous ai élevé, je vous ai donné tout ce qu'il fallait. Vous avez les armes. Moi, j'ai confiance en vous. Mais là, je suis fatigué. Donc, on passe les bons moments, on se crée des bons souvenirs. Mais vous inquiétez pas, et je serai même absente, je serai toujours présente. Donc, je lui explique que j'ai confiance. Et j'ai confiance en eux. Et elle me dit, tu ne comprends pas. C'est maintenant que j'ai besoin de toi. C'est maintenant que j'ai besoin que tu me montres que c'est important de se battre. Tu nous dis tout le temps qu'il faut travailler, qu'il faut se battre, qu'il faut pas abandonner. Donc c'est maintenant que j'ai besoin de toi, et c'est maintenant, il faut que tu me montres que tout ce que tu nous disais, qu'il faut le faire, quoi. Et elle me dit, non, tu comprends pas, moi, j'ai besoin de toi quand je vais avoir mon diplôme, j'ai besoin de toi quand je vais vivre des moments de femme, donc tu peux pas m'abandonner maintenant, quoi. D'accord. En tout cas, tu peux pas prendre cette décision de m'abandonner, de pas prendre la décision. D'accord. Ce qui doit arriver, mais toi, tu peux pas prendre cette décision. D'accord. Ça t'a redonné un coup de fouet? Je regardais ma fille dans les yeux et je me suis dit,
Ah ouais, C'était pas des mots vains. J'ai éduqué mes enfants, on se dit oui, on les apprend à être polis, on leur fait passer des messages. On se dit, oh, lève-toi, fais ta chambre, mais ils font jamais la chambre, donc on se dit que pour d'autres messages, ça passe pas non plus, et en réalité, si. Quand on éduque nos enfants, quand on fait passer des messages, ils le retiennent. Bien sûr. Et elle m'a fait voir à ce moment-là précis que ce que tu lui disais, c'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et que c'était à toi de lui montrer maintenant. Et l'exemplarité, oui. Pour moi, c'est quelque chose aussi d'important. Et je crois que je l'avais perdu à ce moment-là précis. Oui. Et Rachel a su me dire, attends, mais qu'est-ce qui est passé dans ta tête? Pourquoi? Alors oui, t'es fatigué, c'est vrai. Oui, c'est dur, c'est vrai. Oui, ça fait mal, c'est vrai. Mais oui, non. Tu peux pas abandonner le combat comme ça. Ok. Donc voilà, c'est reparti. C'était reparti. Oui. Donc il restait à ce moment-là 2-3 mois de séances. On est en octobre et je dois faire mes séances jusqu'en janvier. D'accord. Et on programme l'opération pour l'ablation au mois de février. Ok. Donc on arrive à la fin du traitement. Quand c'est la fin du traitement, qu'on a fait donc 6 mois de chimiothérapie, qu'est-ce que les médecins disent? Est-ce qu'ils disent, est-ce qu'il y a un résultat peut-être? On te dit, ça y est, elle a été éliminée. Maintenant, on passe à qu'est-ce qu'on te dit? Non, au bout de 6 mois, il y avait ces 4 étapes de protocole. Donc pour eux, on a fait la première étape. D'accord. On va passer à la deuxième étape. D'accord. Il y a ce suivi, on se donne tous les moyens. On voit que ça se passe bien, mais tout le monde reste prudent. D'accord. C'est à la 4e étape qu'on peut dire qu'on est en rémission. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc avant tout ça, avant la 4e étape, c'est vraiment on suit le protocole. Il faut suivre le protocole. Ok. Donc là, on en est à l'étape 2. Oui. Il faut l'ablation. Il faut faire l'ablation. Ok. Tu fais l'ablation. J'ai posé la question plusieurs fois pourtant en disant c'est vraiment nécessaire. C'est nécessaire. On a fait la chimiothérapie. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais oui, c'était nécessaire. Le sein était infecté. D'accord. Donc je passe sur la table. Je fais la greffe parce que c'est une greffe. C'est une greffe. C'est une greffe. C'est une ablation ou une greffe? C'est une ablation. Oui. Je parle de greffe parce que j'ai fait l'autre étape de reconstruction. Mais non, c'est d'abord, c'est une ablation. D'abord, c'est l'ablation. D'accord. Comment tu te sens? Comment tu vis cette étape en tant que femme? C'est catastrophique. Ouais. C'est... on a beau s'y préparer... tout au début, on sait qu'il s'est passé quelque chose parce qu'il y a les pansements. Donc, on voit que les pansements. Et c'est impressionnant d'ailleurs. Mais on voit pas encore. Ensuite, j'ai été accompagné. Avant de faire l'opération, il fallait donc choisir sa prothèse. Et tout le long de ce parcours, l'air de rien, on fait des belles rencontres. Et la gynécologue qui m'annonce que j'ai un cancer, c'était déjà une belle rencontre. Parce que ça s'est bien passé, et qu'elle a été avenante, et que... oui, ça s'est bien passé. Tu t'es sentie vraiment bien prise en charge et écoutée dans l'hôpital où tu as été suivie? Oui. Il y a eu une belle prise en charge. Ouais. D'accord. Donc c'était la première belle rencontre. Une deuxième belle rencontre, c'est Sarah avec la prothèse. Ok. Donc qui m'explique les choses, qui m'explique les différentes étapes d'émotion sur lesquelles je vais passer. D'accord. Et elle vient à l'hôpital. Donc on n'a pas le droit, on a droit qu'à une personne à l'hôpital, mais elle a cette entrée aussi, et elle vient me voir à l'hôpital. Donc on découvre ensemble, du coup, elle enlève les pansements, et on découvre ensemble, du coup,
cette cicatrice. Donc, l'absence du sang, la cicatrice. Elle revient le lendemain. Elle revient pendant 3-4 jours. Elle est là. Et elle est là. Ouais. Voilà. Il n'y avait qu'une personne qui pouvait venir. J'ai dit à mon mari de venir. Voilà. Donc, il est venu. Ok. Voilà. Il vient, mais c'est pour être présent. Mais bon, c'est tout. Et c'est une présence. Oui. Mais Sarah, elle, c'est plus qu'une présence. C'est émotionnellement. elle est en train de... Oui, elle est en train de réellement me penser, quoi. Ouais. Elle est là, et je pense que, comme elle le dit, elle me fait Christelle, c'est très rare. En 3 ou 4 jours, j'arrive quand même à accepter que la cicatrice. D'accord. J'arrive à accepter à me regarder dans le miroir. D'accord. Et elle me dit, c'est rare que les personnes arrivent à se regarder dans le miroir. Mais je perds pas de vue ce qu'elle m'a dit, ma fille. Donc j'ai ça en tête. Ok. J'ai ça en tête. Si je passe pas par-dessus cela, personne ne le fera pour moi. Donc Okay. Il va falloir se regarder. On se regarde dans le miroir, mais on se regarde pas. Hein. Oui, on se regarde dans le on miroir. voit, en fait, on Voilà. voit ce qui se passe, mais... Mais le miroir Oui. doit faire partie de mon quotidien, parce que si je fais pas ça, les cheveux qui tombent, qui sont tombés, la fatigue, on est creusé, on perd du poids, et en plus là, le sein en moins, si on se regarde pas dans le miroir, on pourra rien faire pour faire attention à soi. Oui, oui. Si on remarque pas la dégradation du corps physique, Ouais. enfin oui, la dégradation physique, du coup, on s'en aperçoit pas, et puis on tombe plus bas. Et le pire, c'est de le voir à travers les yeux des autres. Oui. Les gens te reconnaissent pas. Les gens te reconnaissent pas, ils te voient malade, tu vois la pitié, tu sens, tu vois dans leur regard que tu es malade. Donc, qu'est-ce que ça te fait, ça? Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de voir ça dans le regard des autres? Tu évites le regard des autres, donc t'es reclus, tu restes chez toi. D'accord. Donc il y a eu une période où tu sortais plus, Je sortais plus, on est en février, l'opération s'est bien passée. Il y a un accompagnement au niveau de l'hôpital où il y a des forums, oui. Mais il y a aussi un accompagnement où on te donne des séances de manicure, de maquillage. Ah oui, tu me disais ça, des ateliers. Il y a des ateliers. Oui. Alors ça te fait du bien? On te dit, voilà, vous n'êtes pas seul, on se retrouve tous ensemble. Bon, allez, je joue le jeu, je vais au premier rassemblement où on va parler un peu de cela. Mais je fais que le premier, parce que non, ça m'intéresse pas. Pourquoi? J'ai pas envie de me retrouver avec les autres. Voilà, je me retrouvais avec des personnes malades comme moi, oui. C'est vrai. Oui. Mais qui étaient dans la complainte, qui étaient extrêmement tristes. Alors, je le suis aussi, mais c'est pas ça que j'ai besoin. J'ai besoin plutôt d'avoir une autre force. J'ai envie d'aller de l'avant, même si c'est difficile. Et me retrouver avec des personnes qui sont en train plutôt de parler de leur vécu, où elles se sentent pas bien et qui expriment uniquement leurs problématiques. Ça me convenait pas. Oui, toi t'avais envie de joie, ou en tout cas d'avancer autrement, de force. Ouais. Pas forcément de joie, mais de force. De joie, oui. De soutien. Pas de joie et pas d'espoir, mais juste de la force. Oui. Quel moyen on va se donner pour se dire que demain c'est un autre jour et je fais un petit pas de plus. D'accord. Oui, du soutien, plutôt de la force, et non pas c'est dur, c'est difficile, j'ai mal, et de camoufler ça avec de la manicure, du maquillage, de la coiffure. Ça m'intéressait pas, quoi. D'accord. Donc ça, t'as lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire très très rapidement, et j'ai plutôt
pris en compte ce que disait la nutritionniste, ce que disait l'oncologue. Voilà quoi, il faut aller marcher, il faut marcher, il faut faire attention à ce que l'on mange, faut essayer d'avoir le plus de pensées positives. Bon voilà. Voilà, en fait, c'était comment sortir de cet état. Comment aller à l'étape 2, quoi. En tout cas, c'est pas fini. Oui. La chimiothérapie, c'est difficile. Cette opération, c'est difficile. La radiothérapie va être difficile. L'hormonothérapie va être difficile. Il va falloir vivre avec. Donc, quel moyen je me donne de vivre avec au mieux? Le mieux possible. Le mieux possible. D'accord. J'ai tellement souffert que je ne veux pas revivre ça. D'accord. Donc, faut que je m'y prépare. Okay. Voilà quoi. Et c'est ce que je me dis réellement. D'accord. Je dois m'y préparer. Je ne veux pas subir comme j'ai subi ces 6 mois avec la chimiothérapie. C'est pas possible. Je dirais, je l'ai toujours dit, je le ferai même pas vivre à mon pire ennemi. Réellement, ces 6 mois. Voilà, ok. quoi. Donc là, on est. Donc, tu as eu l'ablation. Étape 3, radiothérapie. Radiothérapie. Voilà, chaque semaine, il faut y aller. Ça fait moins mal que la chimiothérapie. Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. C'est moins douloureux. C'est moins douloureux, c'est moins éprouvant. C'est moins douloureux, c'est moins éprouvant, mais on n'est pas en forme, on est fatigué. D'accord. Voilà, on a des nausées, effectivement. Mais comme j'ai connu le pire, du coup, tous ces facteurs, pour moi, c'était rien. Je sentais que j'étais drogué, mais c'était pas grave. Je voyais des rougeurs, mais c'est pas grave. Ça me brûlait un peu, mais c'est pas grave. Voilà quoi. Fallait se lever le matin, faut faire son rituel, petit déjeuner, on se met en tenue, on va marcher, on revient, on fait la sieste. Et ça dure combien de temps la radiothérapie, à combien de séances, ça dure combien de temps? Chaque semaine pendant 3 mois. Chaque semaine pendant 3 mois. Voilà. Ok. 4 fois 3, 12, donc 12 séances. Oui. D'accord. Une douzaine de séances, voilà, et pendant 3 mois. D'accord. Donc tu passes ces 3 mois. Dis donc, on a commencé en juillet dernier, on est... Oui, on est déjà presque au mois de mai, juin, petite année est passée. Oui, une petite année est passée, d'accord. Une petite année est passée, la dernière séance de radiothérapie, fin mai, début juin, et je demande... on est encore en Covid, mais c'est moins strict qu'auparavant. Et on me dit qu'après la radiothérapie, je vais passer du coup à l'hormonothérapie. D'accord. Et on m'explique comment va se passer l'hormonothérapie, le comprimé et cette injection toutes les 12 semaines. Sauf que je suis tellement fatigué et que j'en ai marre, moi, de me lever le matin et d'aller marcher sur le même trottoir. Voilà, moi, je suis en région parisienne, marcher sur le même trottoir, traverser, aller, voilà, rencontrer les mêmes personnes qui promènent leurs chiens, les voitures qui passent. Bon, là, c'est bon, quoi. Je suis fatigué. Oui. Et je demande à mon oncologue s'il n'y a pas la possibilité que je puisse voyager. Et elle me dit, c'est l'hormonothérapie. Tant que vous trouvez une infirmière là-bas pour vous faire l'injection, moi, je vous donne votre traitement pour les 3 mois qui vont suivre et vous pouvez y aller. Et donc, je décide de partir avec ma maman, on prend nos billets et on part aux Antilles. Parce que je suis d'origine martiniquaise. Okay. Et on part en Martinique. Voilà. Ok. Et je sais que ça va me faire du bien. Faut me redonner un autre élan de vivre les choses au mieux. Et pas mieux que le soleil. Donc voilà. Et ma vie, le soleil. Je pars en juin avec ma maman. Et après, je fais venir mon dernier. Parce que, bon, à l'époque, c'était lui qui était encore mineur. Et
et après ses cours, il me rejoint pour les vacances au mois de juillet. Ok, donc tu fais 3 mois là-bas? Je fais 2 mois. 2 mois là-bas? Juin et juillet. Ok, juin-juillet en Martinique. Tu prends ton traitement sur place? Je prends mon traitement T'as sur trouvé place. une infirmière normale, enfin pas de sujet particulier? Non, ça va. Ouais, ça se passe bien? Ça se passe bien. Après, dès qu'il y a l'injection, encore une fois, pendant une semaine, je suis KO technique. D'accord. Mais bon, ça fait partie du traitement. Donc là, on est sur l'hormonothérapie, on est sur la 4e étape. Exactement. La reconstruction du sein, elle arrive à quel moment? Est-ce qu'il y en a une d'ailleurs? Est-ce que c'est envisagé? C'est envisagé et effectivement, je le fais en 2022. D'accord. Donc, un an après l'ablation, en février 2021, je fais l'ablation. Et en juillet 2022, je fais la première étape, parce qu'il y a 3 étapes. D'accord. Au niveau de la reconstruction. Mhm. Je fais la première étape. D'accord. Je fais la première étape, donc la greffe, effectivement. Et alors la greffe, c'est-à-dire, explique-nous. Ils prennent une partie, du ventre pour pouvoir du coup refaire ce sein. Et on le prend avec le sourire. Parce que il me dit voilà, vous allez tout gagner, du coup ce ventre de maman de 3 enfants, hein, qui a subi voilà des choses, va être tout lisse, tout bien, donc allez, une pierre deux coups. Oui, donc on fait une petite abdominoplastie plus. Voilà. D'accord. Donc ça, on va dire que c'est le prendre du bon côté. On va prendre du bon côté. Mm-hmm. Allez, je commence à en plaisanter. On est en 2022. 2022, je commence à passer au-dessus de cela. Okay. Il n'y a plus ces moments de doute, ces questions qui sont ressassées. Et pourquoi moi? Et pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et toute cette période-là, avec ton vécu, avec ton ablation, ton mari te soutient à ce niveau-là? Est-ce que toi, dans le miroir, tu arrives un petit peu plus à accepter ton image ou pas? Ça, c'est la période difficile. Oui. C'est la période la plus difficile parce que le corps a changé. Mm-hmm. Le corps change et mon mari est dans le déni. Il était dans le déni. Et il a découvert mon corps au moment de la reconstruction. Avant ça, il n'avait pas vu. Donc pendant 1 an. Oui. Pendant 1 an, je fais Christelle, je suis une maman, mais je suis pas une femme. Ok. En tout cas, je suis pas sa femme. T'es pas sa femme. Voilà. Ok. C'est comme ça. Mais je le comprends. Face à la maladie, je le comprends. Je le comprends pas tout de suite, mais je le comprends. Février 2021, au moment où je décide de faire la reconstruction en janvier 2022, ouais. Je comprends que face à la maladie, chaque personne voit les choses à leur façon. Je peux comprendre que pour lui, il voit les choses autrement. Et même si moi j'avais besoin qu'il me voie, qu'il me regarde, qu'il me touche, dans les premiers temps, je lui en voulais, mais je finis par comprendre que chacun face à la maladie réagit différemment. D'accord. Donc là, tu fais la première étape, je fais un peu des allers-retours, mais là, tu fais la première étape de reconstruction. Donc, on en est à abdominoplastie, greffe donc de peau, pour pouvoir accueillir la prothèse, si je comprends bien. Ouais. Donc, on en est là. Donc, tu fais cette greffe. Oui. Ensuite, l'hormonothérapie, ça s'est arrêté? Non. J'en ai pour 5 ans. Donc, l'hormonothérapie, c'est pendant 5 ans après, derrière. L'hormonothérapie, c'est pour 5 ans, donc 2021 à 2026. D'accord. Ok. Voilà.
2021-2026. Donc on continue le processus, t'as la greffe. J'ai la greffe. Ok. J'ai la greffe et ça se passe bien et on me dit oui, est-ce que vous avez prévu de faire la deuxième et la troisième étape Qui sont? La deuxième étape, c'est du coup donner la même forme au sein, parce que j'ai quand même j'ai une greffe, mais la greffe n'est pas aussi grosse que le sein sain. Et donc c'est pour faire une réduction mammaire. D'accord. Et la troisième étape, c'est l'équilibrage. D'accord. Voilà. Mais non. Toi, tu fais l'étape 1. Et ça me suffit. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête alors? Ça me convient. Je veux dire, à un moment donné, je suis assez coquette, donc des subterfuges, on en trouve et puis ça fait partie de moi. D'accord. J'ai pas envie d'en faire plus. Je cherche pas du tout à ce que ce soit beau et joli, et comme si de rien n'était, et que ce soit effacé ou quoi qu'est-ce. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de toi. Voilà. C'est des petites cicatrices. Je suis tombée, j'ai une petite cicatrice parce que je me rappelle que je suis tombée. Ben là, c'est pareil. D'accord. Je me rappelle que j'ai un cancer et j'ai pas envie que ce soit effacé et je me le garde pour moi et je dirais que c'est ma force. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'hormonothérapie? Parce qu'à un moment donné, comment dire ça? Tu commences à beaucoup t'informer à comment manger mieux, comment vivre mieux, etc. machin. Et l'hormonothérapie, à un moment donné... Je prends de la force. Au niveau du travail, je change de fonction. Ok. Et je me dis, attends, Christelle... Voilà quoi, j'ai des rêves, j'ai envie de prendre de plus en plus de responsabilités et je prends un poste qui nécessite d'avoir un diplôme. Je prends un poste de direction d'un centre social et pour l'exercer, il me faut un diplôme, un DES. D'accord. Et donc j'y vais, je me dis ok, je pars, je vais prendre ce diplôme et je vais jusqu'au bout, je prends cette formation et je le couple avec un master. Donc, okay. Juillet 2024, je décide de retourner sur les bancs de l'école et de passer cette formation et de le coupler avec un master. Okay. En sociologie et politique sociale, stratégie de direction. Donc, tu as besoin de toute ta tête? J'ai besoin de toute ma tête. En l'occurrence. Et l'hormonothérapie? Eh ben, je décide de l'arrêter. Grosse décision. Grosse décision. Ok. Voilà. Alors, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Je sais pas si vraiment il faut le faire ou pas faire. En tout cas, moi, j'ai pris cette décision. Pourquoi? Parce que l'hormonothérapie, comme tout le reste, avec l'injection toutes les 12 semaines, c'est une petite chimio. D'accord. Et du coup, je suis quand même fatigué. Je suis tout le temps fatigué. Et je le vois bien au niveau de mon travail que ce que je fais en 1 heure du temps d'habitude, ça me prend 3 heures, 4 heures. Que je suis quand même irritable, voilà. Ok. Tu décides d'arrêter ce traitement, tu pallies comment? Comment est-ce que tu te dis, j'arrête l'hormonothérapie, je fais autre chose? Qu'est-ce que tu fais à la place? Le autre chose, je me renseigne, je vois les plantes. J'avais déjà commencé avec la nutritionniste en disant qu'est-ce qui était bon, ce que je devais manger, ce que je devais faire attention. Je cuisine beaucoup. Bon, en même temps, je suis à la maison, donc je cuisine. J'ai une fille qui a ce côté un petit peu bio aussi, donc on va souvent chez Primeur. Ok, donc tu pallies avec la nourriture. Je pallie avec la nourriture, je pallie aussi avec des plantes, je pallie aussi, voilà, je prends
Je prends des compléments, mais alors des compléments, je fais très attention aussi dans les compléments, parce que moi, tout ce qui est comprimé, j'aime pas trop non plus. Ok. Donc, je fais mes petites potions magiques. Ça fait combien de temps que tu as arrêté l'hormonothérapie? On est en 2025, ça fait 1 an et demi maintenant. Comment tu te sens? Alors, je suis en pleine forme. T'es en pleine forme. En 2024, je n'ai pas fait mes examens médicaux. Donc, j'ai pas fait mes suivis médicaux. Ok. Je venais juste d'arrêter et je voulais pas entendre. J'avais pas encore cette force d'entendre de dire Madame, vous pouvez pas faire cela. Voilà, ceci, cela. En gros, t'as fait un rejet là-dessus. J'ai fait un rejet dessus. J'ai dit stop. Je prends la décision, mais je suis pas encore prête à faire face pour justifier. À ce qu'on te dise, Madame, c'est pas. J'ai pas envie. Je suis pas encore assez forte pour me battre pour ça. C'est une décision que tu as prise, mais que tu n'assumes pas totalement. Tout à fait. Ok. Mais franchement, janvier 2025 arrive. T'as quand même cet examen. J'ai mon petit ange qui est là. Alors Rachel, elle est là, elle me fait maman, t'es gentille. Ah oui. T'es bien sympathique. Mais va quand même voir, va quand même contrôler. Quand même faire ton suivi quand même. Et parce qu'elle s'inquiète. Elle se dit c'est bien, faut prendre des décisions, etc. Et tout, mais faut quand vérifions quand même. Ouais. Vérifions quand même. Et du coup, effectivement, je décide de vérifier et je fais mes examens et mammographie, IRM, tout va bien. Tout la totale. Et tout va bien. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, tout va bien. Bravo. Tout va bien. On va... comment dire ça? Aujourd'hui, si je comprends bien, tu as arrêté la 4e étape. Oui. Donc tu as arrêté l'hormonothérapie. Oui. Tu t'es arrêté à juste la greffe par rapport à ta reconstruction. Oui aussi. Donc tu as repris un peu le dessus sur les décisions médicales, sur les médecins, des choses comme ça. Oui, parce que je me dis que... et après, c'est uniquement ma vision. Hein. Je tiens vraiment à le dire. Oui. Mais tout ce qui est chimique, ça te guérit sur quelque chose, mais ça te détruit sur autre chose. Oui. Et moi, la chimiothérapie, effectivement, m'enlevait les cellules cancéreuses, mais en même temps, détruisait mes ovaires. Ok. Donc, j'ai dû faire aussi une opération sur mes ovaires en même temps que... Donc, j'ai eu ces petits trucs-là. Et puis, à un moment donné, c'est... oui, ça te guérit d'un côté, mais ça te détruit de l'autre. D'accord. Et je le vois autour de moi. Voilà, j'ai mes parents qui prennent, voilà, ce sont des personnes âgées, ils commencent leur petit déjeuner avec leur 20aine de comprimés, parce que c'est un comprimé pour la tension, mais un autre comprimé parce qu'il faut faire attention pour que la tension... Et tout ça, donc t'as fait un rejet là-dessus, voilà. Tu t'es prise, entre guillemets, c'est pas forcément ce que tu recommandes, mais en tout cas, toi, tu as fait ce choix-là pour toi. J'ai fait le choix de dire que le chimique, stop, et qu'on peut voir les choses autrement. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais dire à Rachel si elle tombait sur le podcast, parce qu'elle est en âge, hein, elle a 27 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à Rachel et aux autres, mais en tout cas, quel message tu voudrais faire passer à tes enfants ? Sur la femme, la maman que tu es devenue, tu vois, ce que tu as appris de cette épreuve, mais particulièrement à eux, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Si je devais dire quelque chose à Rachel, c'est je suis tellement fière de toi. Je suis tellement fière de nous. Et ce que je veux dire à toutes les mamans et toutes les femmes, c'est vrai qu'on est pluriel. On est des femmes, on est des mamans, on est des actives, on travaille, on s'occupe de la maison, on éduque nos enfants. Mais je vous assure, quand je vois mes enfants, quand je vois Rachel, c'est notre force, quoi. C'est vraiment notre force. Et oui, je suis tellement fière d'elle, tellement fière d'eux, tellement fière de moi. Bravo. Et franchement, profiter de chaque petit moment. Ok. Vraiment profiter de chaque petit moment. C'est ce que je fais. Je prends chaque jour.
Vraiment. Merci beaucoup, Christelle, pour cet échange. Franchement, merci. Merci pour ce petit moment. Je finis avec la larme parce que j'ai réussi à retenir pendant tout le long. Oui. Voilà. J'essaie de prendre ça avec... Aujourd'hui, je le prends avec le sourire parce que j'ai encore cette chance, encore une fois, de me lever chaque matin. Oui. Donc voilà, que ce soit un cancer, que ce soit la vieillesse, quelle que soit la maladie, quelles que soient les difficultés, elles seront là et ça fait partie de la vie, c'est nos épreuves. Mais ça ne reste que des épreuves. C'est-à-dire que nos moments de bonheur, ces épreuves, c'est pour justement ressentir ces moments de bonheur. Et ces moments de bonheur, on les a. On a nos enfants, c'est déjà des moments de bonheur. D'accord. Voilà quoi. On arrive à respirer, c'est déjà des moments de bonheur. On a des rencontres comme toi, ce sont des moments de bonheur. Voilà. Donc, une très belle rencontre, Christelle. Merci, voilà. Merci à l'univers de t'avoir mis sur mon chemin. Notre échange touche à sa fin parce qu'à un moment donné, il faut qu'on clôture. Voilà. Bravo pour ce parcours, même si c'est pas fini. Tu sais, le fait de faire un rejet parfois sur le corps médical et de se dire j'en ai marre, j'en peux plus, je l'ai subi, enfin j'ai eu cette chose-là aussi. Et donc je comprends totalement qu'à un moment donné tu te dises j'ai pas envie et j'irai quand je l'aurai décidé ou quand ça ira mieux ou quand j'accepterai. Je trouve ça très courageux de se dire non, je veux plus de traitement chimique, je vais essayer d'aller mieux dans ma tête, je vais peut-être mieux manger, mieux prendre soin de moi. En tout cas, ça mérite d'être célébré, donc bravo Christelle. Je vais rendre l'antenne, entre guillemets. Si cet échange t'a plu, si cet échange t'a un peu secoué, remué, n'hésite pas à le partager à une maman autour de toi qui pourrait en avoir besoin, qui pourrait s'inspirer aussi, écouter, si on peut avoir la curiosité aussi de se demander comment ça se passe, parce que le cancer du sang, on le voit à la télé, mais on n'a pas vraiment de personnes. Moi, j'avais personne autour de moi qui avait vécu ça. Donc je suis très contente que tu sois venue nous en parler. Et puis vraiment avec plaisir, ne pas hésiter. Okay. Si je peux être là et si on peut échanger, je suis extrêmement disponible. Parfait. Merci les Dear Mama d'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Au revoir.